Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. L'Espagne vient de célébrer sa 527e fête nationale. L'événement a été marqué dans le royaume d'Espagne comme en Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part aux festivités. Leurs deux pays envisagent de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Comment limiter les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire, pluies qui ont endeuillé des familles? Une réunion de crise vient de se tenir à la préfecture d'Abidjan. Elle a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les populations sont appelées à la vigilance et à libérer les zones à risque. Ces pluies diluviennes ont laissé des séquelles dans plusieurs localités, notamment à Yamé et Grand Bassam, dans la région du Sud Comoé. On déplore un mort, mais les victimes de ces intempéries ne sont pas oubliées. Le gouvernement solidaire des sinistrés a fait don d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Les Tunisiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Ils sont 7 millions d'électeurs pour ce second tour de la présidentielle, devant départager le juriste Kaïd Saed et l'homme d'affaires Nabil Karoui. Les bureaux de vote ont fermé. L'heure est au dépouillement. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour une mission qui le mènera successivement à Tokyo au Japon et à Sochi en Russie. À Tokyo, le chef de l'État prendra part du 20 au 23 octobre prochain à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, le prince héritier Naruhito. Le prince Naruhito est officiellement devenu le 1er mai 2019 le 126e empereur du Japon au lendemain de l'abdication de son père, l'empereur Akihito. Le président de la République se rendra ensuite à Sochi en Russie où il participera du 23 au 26 octobre 2019 au premier sommet Russie-Afrique consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Ce sommet destiné à rechercher les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain dans les domaines politiques, économiques et culturels abordera également les défis actuels du monde et les questions régionales. En marge du sommet, le chef de l'État prendra part au premier forum économique Russie-Afrique et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Je le disais en titre, l'Espagne était en fête. Le pays a célébré sa 527e fête nationale. L'événement a été marqué dans le royaume d'Espagne. Tout comme ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part aux festivités. L'Espagne, qui a initié plusieurs projets de développement dans notre pays, envisage d'ailleurs de renforcer sa coopération avec l'État ivoirien. On en sait plus avec Mahama Traoré. L'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne remonte au 27 avril 1964. 55 ans après, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, avec à la clé de nombreux projets de développement. Nous avons cette année approuvé les projets qui doivent se mettre en marche incessamment dans le cadre de notre programme bilatéral de désendettement à hauteur de 34 milliards de francs CFA, dirigés donc vers les investissements sociaux, en particulier dans les secteurs de l'accès à l'eau et l'électrification, pour commencer dans la commune d'Abobo. Nous avons avancé des propositions additionnelles de financement concessionnel pour la lutte contre les effets de l'érosion côtière à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien a approuvé la construction d'un centre de formation en énergie renouvelable avec financement espagnol pour un montant total de 6,5 milliards de francs CFA. Cette année, le Royaume d'Espagne célèbre sa 527e fête nationale. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a assisté à la commémoration de l'événement à la résidence de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fonction depuis le 13 novembre 2018, Ricardo López Aranda entend œuvrer à l'accroissement des relations économiques. En 2018, les échanges globaux entre les deux pays s'élevaient à hauteur de 333 milliards de francs CFA, des échanges qui devraient être boostés avec le statut de partenaire privilégié dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans la stratégie Afrique adoptée par le gouvernement espagnol en mars 2019. Avec un tel statut, l'Espagne promet des appuis multiformes à la Côte d'Ivoire, dont un soutien pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2020.
Et la Côte d'Ivoire, pays ami à l'Espagne, fait face à des intempéries en ce moment. Des pluies diluviennes qui ont causé malheureusement des dégâts humains et matériels. Vigilance donc, ces pluies diluviennes qui continuent de s'abattre sur notre pays ont laissé des séquelles dans plusieurs localités, notamment à Yamé et Grand Bassam, dans la région du Sud Comoé. On déplore là-bas un mort, mais les victimes de ces intempéries ne sont pas oubliées. Le gouvernement solidaire des sinistrés a fait des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Salimatou Dia. C'est un gouvernement compatissant et solidaire qui vient assister la centaine de familles sinistrées de la région du Sud Comoé, suite aux fortes pluies tombées du 4 au 6 octobre. La ville d'Ayamé, qui a enregistré la mort d'un homme de 26 ans emporté par les eaux et 119 familles sinistrées, a reçu du ministère de la Solidarité des dons en nature et en espèces d'une valeur de 6 millions de francs CFA. La ministre Maria Tokone était représentée par le ministre de la Santé, Eugenia Kaawoli, venu lui aussi apporter son soutien. Un lot important de vivres et non-vivres a constitué donc ce don évalué à 6 millions de francs CFA, dont 500 000 francs en espèces pour les parents de la victime. Nous avons fait également un geste au nom du conseil régional en remettant quelques pagnes, surtout aux femmes, mais également une somme de 2 millions pour venir en aide aux familles en difficulté. Cet élan de solidarité de la part du gouvernement et aussi de l'ONG bénévole de premiers secours qui a offert des kits alimentaires est allé droit dans les cœurs. Je voudrais dire sincèrement merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, à Madame la ministre de la Solidarité, au ministre de la Santé qui se sont manifestés. Ce geste nous va droit au cœur. Après Ayamé, le cap a été mis sur la ville de Grand Bassam qui a également reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Madame le ministre entend manifester la solidarité et la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire à toutes les populations. Je dis bien toutes les populations, sans exception, qui malheureusement ont été touchées par les inondations. En vue de prévenir d'éventuels dégâts, les populations sont invitées à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité prescrites par l'ONPC. Voilà, pour limiter donc ces dégâts causés par les intempéries qui ont endeuillé malheureusement les familles, le gouvernement accentue la sensibilisation. Une réunion de crise vient de se tenir. Les populations, vous l'avez entendu, sont invitées à libérer les zones à risque. Grâce Kando. Réunion de toutes les parties prenantes en charge de la gestion des situations d'urgence liées aux catastrophes à la préfecture d'Abidjan. Objectif, faire l'état des lieux des dernières pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays et envisager les actions à mener en vue de mieux protéger les populations. Nous demandons aux populations d'être très prudentes, d'écouter les messages lancés par les différentes autorités. Le gouvernement a instruit toutes les structures en charge de la gestion des catastrophes naturelles, de mener des actions sur terrain. Donc on demande d'être prudent, quitter les zones à risque. Ne vous aventurez pas vers les eaux de ruissellement, vers le caniveau, en saison de pluie ou lorsque la pluviométrie est importante. Cette rencontre a été le lieu pour les responsables de la Sodexam d'annoncer les prochaines prévisions météorologiques. La calmie commencera à partir de lundi-mardi, avec quelques pluies intermittentes à l'intérieur, mais on n'aura pas la même situation qu'on a vécue. Mais il pourra y avoir un pic à partir du mercredi. Pour sa part, le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Tout est mis en œuvre présentement pour que le maximum puisse être fait afin de secourir ceux qui sont peut-être piégés à des endroits qui ne sont pas accessibles. Des dispositions ont été prises afin d'améliorer les performances de nos infrastructures et du système en général. Donc il faudrait que les populations soient rassurées. Comme vous venez de le constater, le PC Crise est en marche. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, lance un appel à la vigilance et demande aux populations d'observer les alertes de la météorologie.
La vigilance donc ici en Côte d'Ivoire en ces temps d'intempéries. La météo n'est pas aussi très bonne. De l'autre côté du globe au Japon, le centre et l'est de ce pays est frappé par le typhon dévastateur Ajibi qui a tué au moins 26 personnes. La tempête chargée de pluie d'une intensité record a provoqué des inondations. Conséquences, des maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie. Le typhon Ajibi a donc semé la désolation en traversant le centre et l'est du Japon dans la nuit de samedi à dimanche. Les secouristes sont mobilisés pour venir en aide aux habitants piégés par les nombreuses inondations. Le temps était plutôt clément pour les candidats au concours direct d'entrée à l'INFAS session 2019 en Côte d'Ivoire. Ils ont pu démarrer leur composition le 4 octobre dernier, mais quelques pluies tout de même hier samedi qui n'ont pas empêché le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de lancer le concours des infirmiers à l'école de formation initiale d'Abidjan à Trècheville. Plus de 24 000 candidats sont en liste dans cette filière, comme nous le rapporte Grace Kanto. La pluie qui s'est abattue ce samedi sur le district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue du concours des infirmiers de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture de la seule épreuve les concernant, culture générale, français et SVT. Sont concernés 24 100 candidats. Comme on vient juste de commencer, la compose se déroule bien. Un peu de stress, que ça va aller. L'épreuve est abonnable. J'espère que je ferai partie de ceux qui seront admis. Bon, j'essaie de lire les questions, c'est facile. Je pense que ça va aller. Débuté depuis le 4 octobre, les concours directs d'entrée à l'INFAS, session 2019, enregistrent cette année des innovations. La filière, par exemple, des sages-femmes qui était occupée seulement par les femmes, a été ouverte aux hommes sous l'appellation de bioéthiciens. Ils vont donc être des infirmiers sages-femmes. La deuxième innovation, c'est la filière de techniciens supérieurs en biomédical qui assure la maintenance du matériel médical dans les hôpitaux. Donc c'est une filière que l'on fait en collaboration avec d'autres services, avec d'autres institutions sur la place, qui vont permettre donc d'avoir un équipement à l'hôpital qui soit bien maintenu, de manière à ce que l'accessibilité aux examens paramédicaux se fasse correctement. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui consiste à former un personnel qualifié. La santé est devenue une véritable priorité. Pour ce faire, il faut disposer d'un capital humain. C'est la raison pour laquelle il nous tient à cœur de suivre de près au nom du gouvernement tout ce qui concerne la formation. Il ne s'agit pas seulement de former beaucoup, mais il faut que ceux qui sont formés aient la performance nécessaire pour que chaque population ait droit à des soins de santé de qualité. Après le concours des infirmiers, ce dimanche, le tour des sages-femmes et bioéthiciens. Cette année, environ 38 000 candidats répartis dans 8 filières concourent pour 3 500 places. Les résultats seront connus fin octobre. Voilà, vous retenez donc que le concours d'entrée à l'INFAS s'est achevé ce dimanche avec les candidats de la filière sage-femme et bioéthiciens qui viennent de composer. Ils sont au total plus de 17 000 dans cette filière à frapper aux portes de l'INFAS. Et justement, après ces épreuves, les candidats auront certainement recours à la prière pour espérer être admis. C'est le cas aussi pour les élèves et tous les acteurs du système éducatif qui ont prié il y a quelques jours pour une année scolaire réussie et paisible. L'initiative est de la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des séances de prière et de messe ont été dites dans différentes confessions religieuses. Godfrey Okambara. Des fidèles peu ordinaires à l'église Saint-François-Xavier dans la commune d'Abobo. Des élèves venus des communes du district d'Abidjan pour prier pour une bonne année scolaire et recevoir également les conseils et bénédictions. Je suis venu dans cette église aujourd'hui pour que la paix du Seigneur soit avec moi et toutes mes camarades, pour que l'année scolaire se passe bien. Le père célébrant a invité les élèves à privilégier les études et dans la discipline. Il a aussi demandé aux enseignants de mettre Dieu au centre de leurs actions pour une école de qualité. À l'église des Assemblées de Dieu du quartier Kennedy, les tout-petits ont prié également pour l'année scolaire.
Même rituel à la mosquée Sanogo, où les élèves sont instruits sur le respect à l'égard des enseignants. Nous savons que nous, seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et il faut bâtir. Mais pour bâtir et réussir, il faut bâtir sur le roc. Et c'est pour cela que Madame le ministre nous a instruit à l'effet que nous organisions ces journées de prière pour soutenir l'école. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette journée de prière est la manifestation des acteurs de faire de cette année scolaire une réussite. Chaque année, ils organisent des prières dans toutes les mosquées de Côte d'Ivoire, dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, dans tous les temples de Côte d'Ivoire, au bénéfice des acteurs du système éducatif. Nous demandons au Tout-Puissant de continuer de mettre sa main sur l'école ivoirienne, sur notre pays, et de faire en sorte que l'école qui a démarré dans de bonnes conditions depuis le 9 septembre s'achève le 31 juillet 2020 dans de bonnes conditions. C'est depuis 2011 et en début d'année scolaire que cette journée de prière est initiée au profit des acteurs du système éducatif. Elle se déroule dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Je vous conduis à présent sur le terrain politique à Yamoussoukro où les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP étaient en conclave. Cette activité, la toute première du genre, vise, selon les responsables, à resserrer les liens entre le sommet et la base afin de mieux préparer 2020. De grandes dates sont annoncées comme celle du 2 novembre avec le e-militant, le recensement des militants RHDP. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, le séminaire des coordonnateurs régionaux et associés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est terminé. Il consacre la fin de la récréation. Pour la direction exécutive du RHDP, l'heure de la bataille sur le terrain politique a sonné. L'union sacrée chez les oufouettistes, le moment de se serrer les coudes car octobre 2020 approche à grands pas. Le RHDP sort de ce séminaire plus fort que jamais, plus conquérant que jamais, avec pour seul objectif d'offrir aux Ivoiriens une politique, un projet de société devant permettre ainsi à chacune et à chacun des Ivoiriens de pouvoir bénéficier du programme du gouvernement, mais surtout de connaître le bonheur permanent. À l'issue du séminaire, les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP ont reçu leur feuille de route. Être plus proche des militants, être à leur écoute et les mettre en ordre de bataille, un impératif. Combien sont-ils au RHDP? Cela se saura bientôt avec le e-militant, priorité au recensement. Le e-militant qui est un outil informatique développé par les experts du RHDP et qui pourra permettre à chaque militant, où qu'il se trouve, de pouvoir s'inscrire en ligne à partir de son portable ou à partir d'un ordinateur. Cette innovation permet de se rapprocher du militant et permet aux militants de se rapprocher du sommet de la direction. Parce que cette innovation ne s'arrête pas qu'à l'inscription, mais elle permettra d'instaurer un forum d'écoute à travers donc la fenêtre RHDP. Le lancement du e-militant, l'inscription en ligne le 2 novembre au Palais de la Culture. Deux temps forts du séminaire de Yamoussoukro. La volonté de la chefferie de voir sortir sur les terres natales de Félix Houphouët-Boigny le siège du RHDP et enfin cette gerbe de fleurs déposée dans le caveau au pied de Félix Houphouët-Boigny. Et nos reporters ont recueilli quelques réactions des participants après ce conclave des coordonnateurs régionaux et associés du RHDP à Yamoussoukro. Nous les écoutons. Ce séminaire-là a répondu, si ce n'est la totalité de nos attentes, mais une grande partie des attentes en tant que coordonnateurs. Nous repartons très satisfaits parce que nous repartons avec une feuille de route, une feuille des coordonnateurs régionaux que nous sommes pour aller sensibiliser nos militants sur
ce que doit être le RHDP dans les mois et jusqu'en octobre 2020. Nous sortons de ce séminaire très enrichi de ce que la direction exécutive veut nous accompagner dans tout plan structurel, mais qu'organisationnel. Donc ils nous ont donné les rudiments pour aller animer le parti à la base. Totalement satisfait, en ce sens que ce séminaire nous a permis de nous mettre à niveau avec la communication des différentes commissions. Je pense qu'en tant que coordinateur régional, nous partons outillés et à même de pouvoir impacter positivement nos différents terrains. Il défend aussi les couleurs du RHDP. Il s'agit de Dion Rémy, maire élu RHDP de Sanguiné. Il vient d'être investi officiellement par Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat. Le premier magistrat de Sanguiné s'est engagé à travailler pour le bonheur des populations qui ont été par ailleurs invitées à préserver le climat social afin de développer leur localité. Eve Bouy. Mobilisation des grands jours à Sanguiné, commune de près de 26 000 âmes située dans la région du Tokbi. Venues des coins et recoins de la cité, ces populations sont là pour confier officiellement leur destin à Dion Rémy, élu RHDP. Il est installé par Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat. Un an après son élection, quelques actions sont visibles, entre autres la réhabilitation du centre de santé urbain de Sanguiné, le lancement des travaux de construction des centres culturels de plusieurs villages. Il entend poursuivre ses actions de développement dans les domaines du renforcement de la fourniture électrique de la commune en vue de favoriser l'installation des opérateurs économiques, l'équipement du centre de santé urbain de Sanguiné, le reprofilage de la route Ouagadougou-Plaisance d'une distance de 17 km. Le président du Sénat, parrain de cette cérémonie d'investiture, rassure son filleul du soutien de la grande famille du RHDP. Vous aviez formulé des doléances, notamment l'extension de l'électricité, le reprofilage des routes. Mais comme vous êtes au RHDP, et que qui dit RHDP dit développement, considérez que nous allons ensemble vous aider à bâtir le nouveau Sanguiné. Bâtir le nouveau Sanguiné, une ambition possible que dans un climat apaisé. Les populations ont donc été invitées à préserver la paix et la cohésion sociale. Vous vous souvenez, le président de la République avait lancé le 18 septembre dernier les travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. À ce jour, donc, qu'est-ce qui est fait? Les travaux ont-ils effectivement démarré? Combien de kilomètres de route sur les 45 prévus sont-ils déjà traités? Eh bien, pour se faire une idée, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, s'est rendu sur le terrain. Le reportage de Léon Bro. Curage de caniveaux et autres ouvrages d'assainissement, terrassement de route. Ici, c'est Yamoussoukro. Les travaux de réhabilitation de la voirie lancés par le président Alassane Ouattara le 18 septembre dernier ont effectivement démarré. Chez les populations, c'est déjà la renaissance de leur ville. Quand on parle du développement, on parle de la voirie. Avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, je pense que c'est l'éclat pour la population de Yamoussoukro. Sur le terrain, pour constater l'effectivité des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kwaku, passe en revue les ouvrages d'assainissement, les grosses œuvres et les emprises des voies. Question de préparer les riverains à leur déguerpissement, mais surtout donner aux techniciens les consignes de qualité et de célérité des travaux. Nous avons demandé que toutes ces emprises-là soient libérées, de sorte que le circuit de découlement des eaux soit rétabli, de sorte que la voirie de Yamoussoukro puisse résister. 32 milliards 500 millions de francs CFA, l'investissement consenti par l'État dans la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Les travaux portent sur environ 45 km de route et vont durer 12 mois à compter du 18 septembre 2019. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kwasi, est aussi sur le terrain. Il a visité l'ancien site de la Sodefel. C'est un site de 350 hectares qui va favoriser la production végétale, entre autres le maïs, le blé, l'arachide, les pommes de terre et des plantes aromatiques pour l'industrie pharmaceutique. On en sait plus avec Ami Sissoko. Adjoumani Kwasi Kobena sur le terrain dans le Tchologo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural visite
Cap Sican dans le département de Ferké. Cette société a repris l'ancien complexe de la Société de développement des fruits et légumes Sodefel qui produisait de la tomate dans les années 80. Le nouveau complexe agro-pastoral envisagé par Cap Sican s'articule autour de 4 activités. La production intensive de céréales, de maraîchers et du vivrier, le fonctionnement et la transformation des produits vivriers ainsi que la production de plantes aromatiques pour l'industrie pharmaceutique et la parfumerie. Pommes de terre, oignons, piments. C'est basé sur une analyse précise des besoins de la Côte d'Ivoire parce que l'accord cadre qu'on a signé stipule que 70% de la production doit être destinée au marché local. Cap ensuite sur les parcelles d'exploitation pour constater la phase pratique de ce projet. Les activités de cette structure ont démarré seulement cette année après la signature d'un accord cadre en avril dernier avec le gouvernement pour l'exploitation de ce site de 350 hectares. On leur apporte un tronc financement et on leur garantit la commercialisation grâce à des contrats commerciaux signés par anticipation. 850 personnes sont directement impactées par ce projet qui s'étend sur 4 ans avec un investissement d'1,2 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est dit satisfait du travail accompli. Grâce à l'ouverture faite par le président de la République, laquelle ouverture permet à des opérateurs économiques de venir s'associer à des Ivoiriens, nous avons un résultat patent. C'est ce qui doit être vulgarisé. En partance pour Ferké, après le lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Solomogou dans le Poro, le ministre Adjoumani Kwasi Kobena a effectué plusieurs haltes pour saluer les efforts des agriculteurs. Marquons aussi une halte dans le journal de 13 Michel Arion, directeur général exécutif de l'ICCO. L'Organisation internationale du cacao était l'invité du magazine du dimanche à ce journal de 13h présenté par Hamza Diaby. L'entretien a porté sur les enjeux d'une économie cacaoyère durable. Mais quels sont les grands défis de l'économie cacaoyère mondiale? Pour nous faire une idée, suivant un extrait de leur entretien. Le grand défi, c'est ce qu'on appelle la durabilité, mais déclinée à la fois au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau social. Et moi, je commence toujours par la durabilité économique, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment le nerf de la guerre, c'est le revenu des producteurs. Je pense que c'est là, et c'est d'ailleurs la priorité principale de notre organisation, c'est de faire en sorte que les producteurs aient un revenu, je ne dirais même pas décent, plus que décent, un revenu suffisant pour les sortir de la pauvreté, pour leur permettre d'entretenir leur famille et leur petite entreprise. La durabilité économique est la première, la durabilité environnementale est la deuxième. On ne résoudra pas, je pense, la durabilité environnementale sans résoudre aussi ou s'attaquer à la durabilité économique. Même si nous recommandons à l'ensemble de nos membres d'adopter des plans nationaux de développement du cacao, ceux-ci doivent s'inscrire dans un cadre plus global de développement rural, comme vous l'indiquez, et de durabilité environnementale. Quand je parle par exemple du revenu des producteurs, nous voulons dire le revenu net moins les coûts. Si un producteur doit payer la terre, doit payer les engrais, doit payer les autres intrants agricoles, s'il doit payer plus cher le taxi-brousse qui va l'amener de sa plantation au village ou du village au centre du marché, il est évident que tous ces aspects de développement économique et des infrastructures de base sont importants. Voilà, je vous propose maintenant le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. C'est un tour du monde en 7 jours qui résume l'actualité pour vous. On y va avec Ahmed Traoré et Franck Kouadio. Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce lundi 7 octobre qu'une offensive turque pourrait être lancée à tout moment dans le nord de la Syrie après l'annonce de Washington de ne pas s'opposer à une telle opération contre une milice kurde. Donald Trump a justifié la décision des États-Unis de retirer leurs soldats de la Syrie en expliquant qu'ils voulaient laisser aux protagonistes le soin de résoudre eux-mêmes la situation. Emmanuel Macron a demandé ce mardi 8 octobre aux Français de faire bloc et promis un combat sans relâche face au terrorisme islamiste. Et cela lors de l'hommage aux 4 fonctionnaires tués 5 jours plus tôt dans l'attaque de la préfecture de police à Paris. Le président français a affirmé que les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout du terrorisme.
Les Nations Unies doivent donc s'unir pour agir, a-t-il ajouté. Le candidat à la présidence tunisienne Nabil Karoui a été libéré ce mercredi 9 octobre. Ce novice en politique avait été arrêté en août avant le premier tour de l'élection présidentielle pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Il a estimé qu'il est détenu pour des motifs politiques. L'autre candidat, Kais Sayed, avait suspendu sa campagne pour respecter une certaine égalité de chances avec son adversaire. Ce jeudi 10 octobre à Lyon, Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, le président Emmanuel Macron annonce que son pays sera au rendez-vous avec une augmentation de 15% de sa contribution sur les 3 prochaines années, soit 1,242 milliards de dollars. Sa contribution actuelle s'élève à 1,8 milliard de dollars. La France reste le deuxième contributeur du fonds après les États-Unis. Abiy Ahmed a été récompensé ce vendredi 11 octobre par le prix Nobel de la paix. La présidente du comité Nobel norvégien a salué son travail pour la résolution du conflit frontalier avec l'Érythrée. Élu en mars 2018 au poste de Premier ministre, cet ancien militaire s'est distingué en libérant certains prisonniers politiques, en levant l'état d'urgence et en faisant davantage respecter la liberté de la presse. La principale organisation indigène d'Équateur a accepté ce samedi 12 octobre de dialoguer avec le président Lénine Moreno. Ce dernier a décrété un couvre-feu à Quito face aux violences au 11e jour d'une crise sociale sans précédent provoquée par des réformes économiques en échange d'un prêt du FMI, Fonds monétaire international. Ils sont 7 millions d'électeurs tunisiens appelés aux urnes ce dimanche 13 octobre, et ce pour élire leur président lors du second tour de l'élection présidentielle, élection qui oppose Nabil Karoui, libéré de prison 4 jours avant le scrutin, et Raïssa Sayed, professeur de droit. L'un des deux deviendra le deuxième président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie. Et ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali. Très belle fin de semaine à vous et je vous dis à vendredi prochain.